Donc, un peu un plan de la présentation. Donc, je vais vous rappeler en premier lieu les principales lois et le rôle de la Fédération régionale. Donc, qu'est-ce qu'on joue comme rôle dans toute cette synergie-là? Par la suite, je vais vous faire une mini-mise en contexte et je vais pouvoir céder la parole à ma collègue qui va vous parler vraiment des orientations tant globales, générales et les orientations spécifiques qui sont incluses dans notre politique d'aménagement du territoire. Donc, on va terminer par une mini-partie, excusez-moi, pour rappeler les bonnes pratiques dans le traitement des dossiers. Donc, si je commence assez global, je vous dirais que notre organisation joue essentiellement sur deux pôles, donc soit le pôle politique et le pôle juridique ou administratif. Donc, on peut soit sortir sur des dossiers avec nos élus ou des choses comme ça, et on émet aussi des avis plus administratifs. On est régi par deux lois en matière d'aménagement du territoire, donc la loi de la protection du territoire et des activités agricoles, la LPTAA, et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On a plusieurs lois qui encadrent ou qui ont des impacts aussi sur l'aménagement du territoire là, qui gravitent autour de tout ça. Donc, on parle de la qualité de l'environnement, du patrimoine culturel et des compétences municipales. Donc, on résume globalement nos obligations en termes, les obligations de l'UPA en termes de ces lois-là. Donc, au niveau des demandes qui émanent des MRC, des municipalités ou des organes publics, donc on appelle ça dans notre jargon nos demandes 45 jours. Donc, tout ce qui émane de ces organismes-là, on doit, donc en tant qu'organisation, on a l'obligation de répondre ou d'envoyer un avis dans les 45 jours suivant l'orientation de la Commission de la protection du territoire agricole. Par la suite, on a les demandes d'autorisation formulées par toute personne, donc n'importe qui peut faire une demande à la Commission. Nous, on est toujours mis comme des personnes visées par la demande, donc on a une possibilité, donc ce n'est pas une obligation, mais on a la possibilité de pouvoir émettre un avis dans les 30 jours. Par la suite, on a des demandes à portée collective où est-ce que là, on va vraiment participer aux échanges et on a un droit de veto là-dedans. Et on a les comités consultatifs agricoles là, sur lesquels on nomme des producteurs en collaboration avec nos MRC pour analyser les demandes de développement. Maintenant, le fonctionnement général au sein de l'Union. Donc, la loi prévoit que l'association accréditée, qui est l'UPA, qui est une personne intéressée, a la possibilité d'émettre, dans le fond, des avis. Donc, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est la Confédération, donc qui est vraiment notre maison mère, mais elle nous délègue, dans le fond, ce pouvoir-là dans nos fédérations régionales. C'est pourquoi on a la possibilité d'émettre des avis. Pourquoi une politique d'aménagement? Donc, on voulait quand même avoir une ligne de conduite, une ligne claire avec des orientations de travail pour pouvoir se positionner de manière un peu plus uniforme sur tous les dossiers. C'est sûr que vous allez comprendre qu'on a quand même un caractère assez variable aussi dans ces avis-là, qui nous permet d'adapter nos réponses en fonction du territoire et des particularités du dynamisme du secteur visé par la demande et la portée. Donc, on est quand même ouvert. On analyse vraiment tout ce qui est alentour, donc c'est quelle municipalité, c'est quel type de sol, ça ressemble à quoi, le projet, est-ce qu'il est porteur ou non, et est-ce que il va avoir un impact permanent ou irréversible sur le dynamisme agricole. Donc, j'ai un peu dévié la présentation. Donc, pourquoi la politique d'aménagement? Donc, l'objectif, c'est d'accompagner et de préciser les interventions de la Fédération et de ses instances, d'assurer aussi la cohérence dans les interventions de la Fédération, d'assurer la forme de prévisibilité et toujours la cohérence entre les positions prises par les fédérations et constituer une base de connaissances accessible, pérenne et évolutive. Donc, l'objectif de cette politique-là, on veut pas la garder pour nous, on veut la partager, on veut que les gens sachent un peu c'est quoi nos préoccupations en termes d'aménagement du territoire. Donc, quelques rappels importants. Notre politique à l'interne, c'est pas une modification de la loi, c'est pas une modification des critères prévus par cette loi-là, donc c'est vraiment un document de travail interne. La politique, dans le fond, c'est un cadre d'amélioration pour l'utilisation qu'on utilise, dans le fond, dans le contexte de rédaction de nos avis.
Donc, la CPTAQ, je vous le rappelle, qui est la Commission de la protection du territoire agricole, est toujours libre de faire ses propres analyses. C'est eux qui ont la décision finale, mais nous, on tente le mieux possible et le plus près possible de la réalité du territoire et près de nos préoccupations organisationnelles d'émettre des avis afin d'influencer la décision finale que cette commission-là va pouvoir émettre. Donc, dans notre nouvelle politique, qu'est-ce qu'on a assez rapidement, là, comme je vous mentionnais, on a la mise en contexte, on a fait un mini-portrait régional, on a des orientations de la Fédération, donc on a nos orientations générales, qui sont les grands principes auxquels adhère l'Union, les orientations spécifiques qui visent des projets de type ou de demandes, dans le fond. On a les rôles et responsabilités des intervenants et les processus d'analyse. C'est pourquoi on se concentre aujourd'hui avec vous sur vraiment les orientations. On en a ciblé certains qu'on va vous présenter plus en détail. C'est la loi. OK. Donc, mon Dieu, t'étais bien... C'est la prochaine. Bon. Donc, concernant les orientations, en fait, il y a les orientations générales qui sont basées vraiment sur la vision globale de l'UPA. Donc, la première orientation, qui est la primauté de l'intérêt collectif. Donc, la Fédération représente tous les producteurs agricoles de la région et défend à ce titre l'intérêt général et collectif du maintien d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture. Donc, ça veut dire que dans le traitement des dossiers, que ce soit n'importe qui nous appelle, on va pas regarder. C'est pas, ah, je l'aime bien, ce producteur-là, on va s'organiser pour que ça passe, ou je l'aime bien, cette personne-là, on va s'organiser pour que ça passe. C'est vraiment l'intérêt collectif, le maintien de l'agriculture de manière générale. Pour la deuxième orientation, qui est une vision à long terme des interventions sur le territoire agricole, donc, la Fédération évalue l'ensemble des conséquences possibles d'un projet ou d'une intervention sur la pérennité de la base territoriale pour la pratique de l'agriculture. Donc, est-ce que... la troisième orientation, c'est le maintien d'une base territoriale et d'un cadre réglementaire pour la pratique de l'agriculture. La Fédération entend limiter, autant qu'elle le peut, toute perte de territoire agricole sur son territoire et tend vers le principe de zéro perte nette de superficie cultivable. En fait, c'est est-ce que dans le traitement d'un dossier, il y aurait moyen de regagner des terres agricoles ailleurs ou de compenser le petit empiètement qu'on veut faire par d'autres pratiques qui pourraient être améliorées ailleurs, afin d'avoir, même si c'est pas dans la loi, comme par exemple les milieux humides, est-ce que nous, on pourrait tendre vers ce principe-là quand même? La quatrième orientation, c'est une saine gestion de l'urbanisation. Donc, la Fédération défend les principes de saine gestion de l'urbanisation et s'assure que les milieux de vie projetés correspondent à des standards de qualité élevés. À cette fin, elle s'assure que les pôles urbains existants soient consolidés, que la croissance urbaine y soit concentrée, que les secteurs déjà urbanisés soient requalifiés en priorité et que les noyaux urbains soient densifiés. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est avant d'aller empiéter dans la zone agricole, est-ce que tous les aspects pour améliorer peut-être une situation en zone non agricole ont été observés, ont été analysés? Est-ce que c'est aussi la nécessité d'une infrastructure qui va venir affecter la zone agricole? La cinquième orientation, qui est le maintien et le développement de l'agriculture. Donc, la Fédération favorise le maintien et le développement de l'agriculture au Québec et encourage le développement des projets agricoles concrets, viables et crédibles de toute taille et de toute production. Donc, c'est sûr que si c'est quelque chose qu'on souhaite réaliser en zone agricole et que ça pourrait être bénéfique pour l'agriculture, bien à ce moment-là, la Fédération peut être favorable puis à ce projet. Donc, les 5 orientations précédentes ont permis, dans le fond, de reséparer en orientations plus spécifiques par rapport à des types de demandes précises. Donc, actuellement, dans notre politique d'aménagement, on a 37 orientations spécifiques. Puis, c'est vraiment présenté sous forme de fiches avec un maximum d'informations. C'est quelque chose qu'on veut que ce soit évolutif. Donc, selon notre réalité régionale, selon aussi les avancées qu'on connaît, est-ce que c'est possible d'améliorer, d'apporter des éléments nouveaux à cette fiche-là?
Puis, ça contient également des références, beaucoup de références à des décisions qui ont été prises dans le passé, que ce soit dans notre région ou parfois ailleurs au Québec. Donc, ça nous permet là, de faire une meilleure tête d'un projet qui aurait pu être similaire. Puis, on a également, présentement, il y en a 37, mais on souhaite là, pouvoir en ajouter au fur et à mesure selon des nouveaux projets. Comme, par exemple, de manière régionale, on entend parfois parler d'éoliennes, d'usines de biométhanisation. Est-ce que nous, de manière régionale, on peut éventuellement se faire une tête sur ce type de projet? Donc, d'autres exemples de thèmes qu'on a dans la politique d'aménagement, il y a le morcellement d'une résidence construite en vertu de l'article 40. Donc, l'article 40, c'est les maisons qui sont rattachées à la ferme. Donc, est-ce que c'est une fiche qui présente là, un peu la position de l'UPA par rapport à ce dossier. Ensuite, il y a tout ce qui est utilisation non agricole, mais qui pourrait être complémentaire à l'agriculture. Il y a des fiches par rapport à l'agrotourisme, par rapport aux lignes de transport d'énergie et également des morcellements. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste comme en présenter 4 qui, on va dire, étaient de contexte là, avec la journée d'aujourd'hui pour voir un peu là, c'est quoi nos critères d'analyse selon certains thèmes ou types de demandes. Donc, un exemple d'orientation spécifique par rapport à l'utilisation non complémentaire à l'agriculture. Des fois, on entend parler d'utilisation autre qu'agricole. Donc, comment c'est fait? C'est qu'on a vraiment une orientation qui est dictée, là, qui a été élaborée un peu en collaboration avec toutes les autres fédérations régionales et la Confédération. Donc, ça nous donne un peu, ça nous permet d'assurer la cohérence de comment réagir puis quels critères analyser selon ce type de dossier. Donc, pour l'utilisation non complémentaire à l'agriculture, ça nous informe que la Fédération préconise l'implantation des usages non agricoles qui ne sont pas complémentaires à l'agriculture à l'extérieur de la zone agricole et incite la CPTAQ à recourir à l'article 61.1. Dans de rares cas où aucun terrain n'est disponible, la Fédération s'assure que le site de moins d'impact a été retenu. L'article 61.1, c'est l'article dans la LPTA qui demande, qui exige aux demandeurs de faire la démonstration qu'aucun autre terrain était disponible. Puis, selon cet article-là, la CPTAQ peut simplement rejeter la demande si la personne n'a pas fait cette démonstration-là. Donc, les critères d'analyse qu'on a sont sensiblement les mêmes que ceux à la CPTAQ. Pour ce qui est des utilisations non agricoles, on va regarder le potentiel agricole ou du lot ou des lots avoisinants. En fait, là, c'est tout ce qui est par rapport à l'ARDA, donc le type de sol, etc. Ensuite, on va regarder également les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture. Ça, en fait, c'est dans le fond tout ce qui concerne l'agriculture, mais qui pourrait être fait hors sol, là, parce que l'agriculture, ça peut être aussi dans des bâtiments, dans des serres. Fait qu'on va regarder ça. Également, les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités, les contraintes, les effets résultant de l'application des lois et règlements, la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture. Donc, justement, si vous avez fait la démonstration, je dis vous, là, mais c'est pas vous, là, mais si la personne a fait la démonstration qu'il y avait d'autres terrains disponibles, alors pourquoi on irait vers cette autorisation-là s'il y a d'autres emplacements? Ensuite, l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Donc, est-ce que ça va venir affecter un peu l'agriculture dans le secteur? Les autres critères d'analyse pour ce type de demande-là, en fait, c'est qu'on va regarder l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources en eau et sur le sol pour le territoire. Également, dans le fond, est-ce qu'il y a des risques de contamination par ces activités-là? Est-ce que ça pourrait venir nuire un peu à l'approvisionnement en ressources naturelles des producteurs qui occupent présentement le territoire?
On va également regarder l'effet sur le développement économique de la région. Ça, souvent, ça va nécessiter quand même une preuve parce que, oui, on regarde l'aspect économique, mais clairement que dans un objectif de protection de territoire agricole à la Fédération, c'est pas pour nous l'enjeu prioritaire. Mais c'est quand même quelque chose qu'on observe. On tient en compte également des conditions socio-économiques qui sont nécessaires à la viabilité d'une collectivité. Ça correspond un peu à nos réalités régionales. Donc, est-ce que pour un secteur d'accueillir certaines activités, ça vient, oui, peut-être un peu affecter l'agriculture, mais en même temps, on est capable de reconnaître quand ça peut être bénéfique pour le milieu en totalité. Puis, on va également regarder le PDZA. Donc, une deuxième fiche qui serait celle de l'agro-tourisme. Donc, la Fédération peut être favorable au développement des activités agrotouristiques dans la mesure où elles sont complémentaires à l'agriculture, où celles-ci n'imposent pas de contraintes supplémentaires aux activités agricoles avoisinantes et où elles n'empêchent pas l'expansion et l'implantation de nouvelles activités agricoles sur les lots avoisinants. Donc, à ce moment-là, les critères d'analyse vont être un peu les mêmes, mais quand même différents. Donc, on va regarder le potentiel d'utilisation du lot à des fins agricoles. Ce critère-là, il est comme toujours regardé dans tous les dossiers. On va également regarder l'aspect réversibilité des activités. Si je vous donne l'exemple, quelqu'un qui souhaite se faire des habitations, la personne a une entreprise agricole, elle a des animaux, elle fait de la production de petits fruits, puis elle souhaite se faire des habitations dans le but de accueillir des personnes puis leur faire vivre une expérience à la ferme. Mais elle, ça va nécessiter peut-être d'avoir des petits chalets ou des trucs comme ça. Mais est-ce que, c'est des trucs qui sont réversibles? Donc, si la personne cesse ses activités, est-ce qu'elle va pouvoir enlever ses installations? Ben nous, c'est quelque chose qu'on va regarder. Ensuite, par rapport à la cohabitation, les distances séparatrices, ben ces mêmes chalets-là, est-ce que s'ils sont pas réversibles, ils vont venir affecter toutes les notions de distance séparatrice pour les entreprises voisines? On va également regarder l'aspect de rentabilité des activités agricoles, donc si ça peut être bénéfique pour une entreprise de se développer, puis d'accueillir un peu un volet agro-touristique. Puis également, encore une fois, le PDZA. Donc, est-ce que ces actions-là pourraient être intégrées cadrées dans le cadre du PDZA? PDA, excusez. Ici. J'y vais général. Ils sont à part des autres. Bon. On va également regarder parce que la CPTAQ, dans ses orientations préliminaires et ses décisions, elle va souvent inscrire des conditions, puis c'est également des choses qu'on va prendre le temps d'analyser. Donc, par rapport à l'agrotourisme, est-ce qu'il va y avoir une certaine durée de validité de la décision? Est-ce que, un jour, ça va tomber à échéance? Est-ce que l'entreprise va devoir faire je dis l'entreprise, mais en tout cas, est-ce que la personne va devoir demander un renouvellement pour son autorisation? On va également regarder tout ce qui est délimitation de la superficie, le caractère accessoire des activités. Donc, est-ce que c'est en lien avec l'agriculture ou c'est quelque chose de complètement nouveau? La permanence des équipements, réversibilité, capacité d'accueil, la caducité de la décision, puis toutes les autres conditions, parce que la CPTAQ peut décider d'ajouter certaines conditions là, qui sont propres à son interprétation du dossier. Un autre exemple d'orientation spécifique sont par rapport aux activités récréo-touristiques extensives. Donc, la Fédération est favorable. Puis là, on peut-tu reculer? Oui. Je ramènerais peut-être ici. Là. En fait, ici, ça dit la Fédération peut être favorable. Puis, celle-là, ça dit la Fédération est favorable. Donc, ça veut dire que dans l'analyse qu'on fait du dossier, c'est que pour un dossier qui va être agro-touristique, on peut être favorable. Donc, si tous les critères qu'on a regardés, on se rend compte que ça n'a pas d'impact sur le territoire agricole, à ce moment-là, la Fédération peut donner une lettre d'appui pour un projet. Puis, pour ce qui est des activités récréo-touristiques,
bien, encore là, on est favorable. Donc, la Fédération est favorable au développement des activités récréotouristiques dans la mesure où celles-ci sont extensives et réversibles, c'est-à-dire qu'elles ne requièrent aucune infrastructure permanente et qu'elles peuvent être retirées en tout temps. Et lorsqu'elles n'imposent pas de contraintes supplémentaires aux activités agricoles avoisinantes, blablabla, encore là, les critères d'analyse vont toucher les distances séparatrices, la contiguïté de des activités agricoles, la réaffectation d'emprises d'utilité publique, la réversibilité des aménagements. Également, ben là, si ça touche la coupe d'érable ou aussi toutes les notions de superficie autorisée. Donc, si dans le passé, on voit qu'un même projet récréo-touristique ailleurs au Québec, je sais pas, a nécessité une emprise X, puis que nous, dans la région, ben l'emprise est 3 fois plus grosse, ben ça nous fait quand même un argumentaire. C'est quelque chose qu'on va regarder, tu sais, si on est capable de réaliser le même projet en utilisant moins d'hectares de terres agricoles. Okay. Donc, finalement, pour ce qui est des demandes d'exclusion, je vous ramène un peu là, à ce que j'allais dire tantôt. Mon exemple n'était pas à bonne place. En fait, c'est que la Fédération s'oppose à toute demande d'exclusion en zone agricole dynamique. Donc, là, à ce moment-là, c'est que la Fédération va jamais ne peut pas être favorable à une demande d'exclusion en zone agricole dynamique. C'est pas comme tout à l'heure où est-ce que si le projet n'a pas d'impact, là, à ce moment-là, on peut essayer de travailler en concertation pour le développement. Tandis qu'au niveau de la demande d'exclusion en zone agricole dynamique, bien, ça vient vraiment un peu à l'encontre de la vision de l'UPA qu'on a présentée au début. Elle peut ne pas s'opposer. Donc, à ce moment-là, elle n'est pas favorable, c'est juste qu'elle ne s'oppose pas. Dans les autres aires d'affectation, lorsqu'une démonstration rigoureuse est faite à l'effet qu'aucun site alternatif n'est disponible et que le développement visé ait un usage judicieux et optimal de l'espace, que le site retenu est celui de moindre impact et que le développement ne pousse pas les limites de l'urbanisation au-delà de frontières naturelles ou anthropiques déjà établies. Ce qu'on va regarder, les critères d'analyse sont la recevabilité de la demande à la CPTAQ. Donc, est-ce que la démonstration qu'aucun site ailleurs qui était disponible a été faite? Ensuite, on va également regarder le potentiel agricole, le potentiel d'utilisation à des fins d'agriculture, les effets sur le développement agricole ou des lots avoisinants et les contraintes sur les activités agricoles, la notion de terrain disponible, le type de développement projeté et également éviter l'effet d'entraînement l'effet d'entraînement du même type de demande et éviter aussi d'agrandir les frontières de l'urbanisation. Donc, si on vient autoriser un projet dans un secteur, est-ce que ça va permettre après, est-ce que ça va enclaver certaines terres puis faire en sorte qu'après, ça va être plus propice au développement urbain? Ben, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Tu y vas? Donc, en résumé, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas l'ennemi. Nous sommes là pour protéger le territoire, nos terres nourricières qui permettent à nos producteurs agricoles de réaliser leur travail et ce pourquoi ils sont passionnés. Donc, on vous fait comme un guide de bonne pratique. Si vous avez des projets qui touchent la zone agricole, qui visent un développement, bien, avant de déposer la demande à la Commission de la protection du territoire agricole, bien, demandez une rencontre avec l'UPA. Ça va nous faire plaisir de s'asseoir avec vous, de vous expliquer quelles sont nos préoccupations spécifiques pour le terrain visé, pour voir un peu quels sont les enjeux liés. Est-ce qu'il y a des possibilités de voir ailleurs? C'est sûr qu'on n'émettra pas d'avis, on vous mettra pas, probablement pas de lettre d'appui au projet, mais de le réaliser comme ça, ensemble, en partenariat, en concertation, mais ça peut accélérer le projet et ça peut nous aider au niveau de l'acceptabilité aussi et la durabilité de notre territoire. Depuis le début de la journée, on entend beaucoup la pression qui se fait sur le dynamisme du territoire. Donc, on est là pour faire équipe avec
le monde municipal pour justement s'assurer de ce dynamisme-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dit, ouvrons nos livres un peu et montrons un peu quelles sont nos préoccupations et faisons un appel, dans le fond, à la collaboration et à la concertation, tant au niveau des municipalités que les producteurs, parce que, on vous le cache pas, les producteurs aussi en ont des projets qui demandent des positions au niveau de la Commission de la protection du territoire agricole. Ce qui est important pour nous, c'est la pérennité de notre agriculture et de notre territoire nourricier. Donc, la Fédération demeure aussi la seule habilité à envoyer un avis. Donc, c'est vraiment au niveau de Alissane qui signe pratiquement l'entièreté de nos demandes, nos avis à la Commission. Donc, qui va vraiment émettre les avis complets à la Commission. Donc, j'irai avec un merci. Bonjour, mon nom est Émilie Godreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager les terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets. Et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous! La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine.